Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de la semaine, Parashat Vayeshev, en exclusivité pour Torah Box. Commençons ce journal à nouveau par la poursuite malheureuse de l'intifada des couteaux à Jérusalem, à Hebron et cette semaine même à Naharia, avec une couverture médiatique de plus en plus complexe. CNN, la BBC et encore cette semaine le Figaro qui écrit dans ses colonnes que 2 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Et après, en continuant l'article, on voit qu'ils ont été tués parce que l'un avait poignardé à la porte de Damas et l'autre parce qu'il a jeté une quinzaine de cocktails Molotov. Donc en fait, on pousse dans la formulation, on pousse l'opinion publique à la détestation d'Israël. Donc en fait, un confrère de la télévision israélienne est venu dans Paris et a interviewé les gens et leur a montré comment les attentats de Paris ont été relatés dans la presse, avec des titres extrêmement éloquents. 7 jeunes franco-musulmans ont été abattus après avoir tué 135 personnes. Et c'est très intéressant, il montre comment les gens s'offusquent, etc., etc. Or, c'est précisément ce que tous les juifs français, un peu attachés à Israël, vivent fréquemment. Et là, ça me fait penser à la paracha de la semaine. On voit dans la paracha de la semaine à quel point Yosef était makpid, à quel point Yosef faisait attention à chaque chose. Et pour lui, c'était terrible que ses frères se permettent, dans une certaine mesure, des écarts. Et c'est précisément ce qu'il dit. Il y a marqué et il a ramené les mauvaises, il ramenait des paroles litigieuses sur ses frères. 3 sujets. 1, qu'ils avaient commerce avec des filles étrangères. Or, en fait, le Midrash nous expliquait qu'ils commerçaient réellement, qu'ils faisaient des affaires avec des filles étrangères. Mais pour lui, c'était déjà trop. De se rapprocher des filles étrangères, ça voulait dire qu'il avait commerce au sens charnel avec eux. Qu'il mangeait des animaux vivants. Or, en fait, là-bas, le Midrash nous explique que... Alors, il y a plusieurs explications dans le Midrash, mais encore une fois que c'est pas réel. C'est qu'il profitait de faire la shrita, par exemple, d'un enfant, d'une bête enceinte, pour manger le veau, enfin le fœtus qui n'avait pas besoin de shrita. Donc, encore une fois, on est très tendancieux. Et derrière, le troisième argument, c'est de dire qu'il parlait que ses frères ne respectaient pas les enfants des servantes, en les qualifiant même de servantes. Pour ces 3 choses-là, il a été puni. Il a été vendu comme serviteur. On lui a dit qu'il ne mangeait pas d'animaux vivants. Justement, même au moment de camoufler la vente de Yosef, ils ont fait la shrita du bouc. Et derrière, ils ont dit qu'il allait avec des femmes étrangères. Et mesure pour mesure, Yosef a été pourchassé par la femme de Potiphar. Donc à quel point il faut faire attention dans le langage, à quel point il faut exprimer ses idées clairement et toujours imaginer, se mettre à la place de ce que l'autre peut penser. Alors, dans le cas de la presse, c'est extrêmement politique, d'accord, puisqu'il y a derrière des contrats extrêmement forts de l'AFP par exemple, l'agence France-Presse qui vit à 90% de revenus de pays du Golfe, donc c'est très difficile de tenir un discours autre que pro-arabe. Mais derrière, pour nous, à titre personnel, de faire très attention quand on donne une information. Jusqu'où elle est juste? Quel dégât elle peut causer? À quel point les paroles de nos sages qui disent que En koach el ashtika, qu'il n'y a pas d'autre force que le silence, est une phrase extrêmement à propos qui pourrait nous servir à de nombreux moments dans notre existence. On vient d'expliquer que Mida keneged Mida, mesure pour mesure, Yosef a été puni à son niveau pour ses imperfections, pour ce qu'on pourrait appeler Avak Lashon Hara, cette poussière de Lashon Hara. Mais on voit ici cette semaine comment Akadosh Baruch Hu gère le monde. La Turquie, qui a un rôle extrêmement trouble dans le conflit avec Daesh, parce que c'est la frontière la plus large avec la Syrie. On sait que la plupart des néo-islamistes passent par ces frontières. On sait maintenant de façon sûre que la Turquie achète du pétrole à Daesh, d'accord, à des conditions défiant toute concurrence.
On sait que la Turquie est intéressée par Daesh parce qu'elle se bat contre les Kurdes. Or, le pouvoir d'Erdogan en Turquie a extrêmement peur de la montée d'un nationalisme kurde. Donc plus les Kurdes sont en guerre avec la Syrie ou avec Daesh, et plus ça les intéresse. Et maintenant, cette semaine, Erdogan, le pouvoir militaire en place, a abattu un jet russe qui est certainement rentré dans l'espace aérien turc, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, les Russes rentrent dans l'espace aérien israélien, libanais, et tout le monde sait que de toute façon, l'engagement c'est contre Daesh, donc on laisse faire. Maintenant, les Turcs ont abattu l'avion. Et là, il se passe un grand Mida Keneged Mida. Il faut se replonger quelques années en arrière, quand l'IHH, une espèce de groupuscule islamiste, populiste, turc, a envoyé une flottille pour aller casser le blocus de Gaza, et que les pseudo-pacifistes étaient armés, ont été débarqués par la Shayetet 13, donc par le corps de marine israélien, avec 9 militants islamistes qui ont été tués, et qu'à ce moment-là, la Turquie est rentrée dans un processus de sanctions au niveau du tourisme, au niveau du commerce, etc., avec Israël, alors même que c'était le partenariat le plus florissant. Il faut bien comprendre qu'Israël a remanié la quasi-totalité de l'armée turque, qu'Israël est engagé dans un processus extrêmement profond, économique, politique, social, etc., avec la Turquie, et que du jour au lendemain, ils ont tout cassé. Et Erdogan s'est servi de cet événement pour affirmer son nouveau positionnement islamisant, c'est-à-dire de retour à un État-nation fort, un peu à la Atatürk. Et donc il s'est servi complètement de ça. Aujourd'hui maintenant, il a en face un autre homme d'État solide, qui s'appelle Vladimir Poutine, qui a mis en place, suite à ce jet abattu, qui a mis en avant le rôle extrêmement trouble de la Turquie, avec toute la complexité évidemment régionale, puisque la Turquie est membre de l'OTAN, que l'OTAN s'est construit historiquement contre la Russie, que derrière, il y a les logiques de bloc qui commencent à se reformer ou se réaffirmer. Et pour autant, là, les consignes de l'État russe ont été extrêmement formelles. Aujourd'hui, les Russes, c'est 13% du tourisme turc. Mot d'ordre du ministère des Affaires étrangères russe, on annule les avions, on annule le tourisme. On essaye de remettre en cause tous les contrats, tous les contrats de construction, à tel point que Vladimir Poutine a même demandé aux clubs russes qui avaient des salariés turcs, des joueurs de foot turcs, de les renvoyer. C'est-à-dire qu'il a été vraiment jusqu'au boutiste. Les Russes ont demandé des excuses, de la même manière que les Turcs ont demandé des excuses à Israël pendant des années. Là maintenant, c'est les Russes qui demandent aux Turcs des excuses. Les Turcs disent, nous, on n'en veut pas. Mais par contre, allégez-nous les sanctions, c'est pas possible. Il faut savoir que on parle de milliards en termes d'agriculture, etc. C'est des milliards de dollars chaque année qui sont échangés entre la Turquie et la Russie, avec un commerce extérieur extrêmement positif du côté turc. Donc voilà comment Hachem est en train de gérer le monde. Mesure pour mesure, Mida Keneged Mida. C'est une des cartes préférées d'Akadosh Baruch Hu pour gérer son monde. Alors il y a toute cette paracha est complètement filée autour de cette notion de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. On dit, pourquoi Yosef a été vendu et la vente de Yosef, l'articulation de la vente, elle s'est faite autour de cette kétonette passim, de ce vêtement que Yaakov a offert à Yosef, qui a été trempé dans du sang. On dit mesure pour mesure. Ça dit le Khatam Sofer. Mesure pour le sang justement et pour le déguisement de Yaakov vis-à-vis de son père Yitzhak. Mesure pour mesure encore, on explique que, on va voir dans la paracha l'épisode de Yehuda et Tamar, encore une fois, mesure pour mesure. Yehuda, il n'a pas voulu donner son troisième fils à Tamar, et bien mesure pour mesure, il a été obligé d'enfanter Tamar, comme explique le Midrash, qui est un ange qui le poussait vers cette femme. Autre Mida Keneged Mida très intéressant, pour comprendre comment les choses fonctionnent, on explique pourquoi Rachel, elle a été obligée, pour tomber enceinte, pourquoi elle a été obligée de donner sa servante.
Elle a déjà donné son mari. Ça veut dire que pendant 7 ans, Yaakov, il a travaillé pour Rachel. Et finalement, au moment de se marier, Rachel, elle a eu de la peine pour sa sœur, elle a échangé les rôles. Et c'est pas suffisant, ça. C'est pas une mitzvah extraordinaire pour avoir des enfants. Au point qu'Yaakov, il dit, mais non, t'as pas compris. Ça veut dire que fondamentalement, il y a encore des choses à changer chez toi. Et elle donne sa servante, Mida Keneged Mida. Le seul moyen qu'elle ait pour avoir des enfants, c'est que mesure pour mesure, elle a donné sa servante pour avoir des enfants. À ce moment-là, elle-même, dans ce Mida Keneged Mida, parce qu'elle a eu un premier mesure pour mesure, elle a donné son mari, elle a récupéré son mari. Mais par contre, il fallait qu'elle donne quelque part la possibilité à quelqu'un d'autre d'avoir des enfants pour elle, pour pouvoir elle-même avoir des enfants. Comme a fait à son époque Sarah. Et là, on voit comment Akadosh Baruch Hu, avec cet épisode, et les Turcs qui n'arrêtent pas, aujourd'hui, encore là, on multiplie les appels pour que la Russie relâche la pression autour des Turcs. Pendant la COP, premier jour de l'ouverture du congrès pour les réformes climatiques, Obama et Erdogan ont passé un message comme quoi il fallait absolument alléger les tensions avec la Russie. Il faut comprendre qu'on est au moment on est à la grande messe du climat. Une des premières déclarations, c'est que Erdogan et Obama demandent à Poutine de relâcher la pression. Et c'est certain que Poutine ne lâchera pas les excuses. C'est certain. Mida Keneged Mida. Venons-en maintenant à la conférence de la COP 21. Alors la COP, pour ceux qui ne savent pas, ça signifie Conference of the Parties. Ça veut dire en fait, c'est la conférence entre les gens qui ont ratifié en 2005 l'accord de Kyoto sur le climat contre les effets de serre. En fait, on s'est aperçu, avec un grand débat, sur lequel on ne va pas revenir ici, mais un énorme débat à savoir est-ce que l'homme, par sa production, augmente la température, ou est-ce que finalement ces effets de serre n'ont d'impact que sur 8% du réchauffement climatique. Et avec un énorme débat des pays en développement qui disent voilà, nous on veut bien participer à l'effort climatique, mais ça ne peut pas se faire au détriment de notre croissance. On a pour la Chine 1,3 milliard de personnes, pour l'Inde 1,1 milliard de personnes. On ne va pas pour combattre les effets de serre se retrouver avec des révolutions sociales dans nos pays. Donc des débats extrêmement houleux dans un contexte très particulier puisque se sont réunis aujourd'hui au Bourget donc plus de 150 chefs d'État alors que ça s'appelle COP 21 parce que c'est la 21e COP. D'accord ? En 2005 c'était Kyoto mais ça avait déjà commencé en 97 et en fait ça avait déjà commencé bien avant mais ce qui est très intéressant c'est que normalement on envoie les ministres de l'environnement, on envoie des représentants un peu de seconde zone que cette année pour faire honneur à Paris et pour montrer que le monde libre veut combattre le terrorisme et l'obscurantisme de Daesh, tout le monde a fait l'effort de venir. Obama s'est recueilli au Bataclan, alors même que il a fait tchouva par rapport à l'épisode d'Hypercacher ou de Charlie, où c'était un des seuls chefs d'État qui n'était pas venu. Donc là, aujourd'hui, on a un message extrêmement fort, avec le président Hollande qui a ouvert le président français qui a ouvert la conférence, en disant que on ne pourra jamais dire qu'on ne savait pas. On est obligé de rentrer dans quelque chose de contraignant. Ce que la Chine évidemment ne veut pas, ce que l'Inde ne veut pas, à savoir de modifier l'appareil productif pour respecter des quotas. Il faut savoir que entre le lancement de la COP et aujourd'hui, on a complètement modifié les équilibres en termes de partage de pollution, etc. Donc, quel est le lien maintenant avec la paracha ? On voit que quand Yosef Hatzadik est vendu par ses frères, aux Ishmaélim, aux Médim, puis ensuite à Potiphar, on voit qu'Akadosh Baruch Hu fait un petit miracle. À savoir que, alors même que normalement les Ishmaélim, ils ont l'habitude de transporter du bitume, ils ont l'habitude de transporter du neft, du pétrole, d'accord, des choses nauséabondes, là, Akadosh Baruch Hu assure son transport dans une caravane pleine d'aromates, basilic, des herbes, de lotus, c'est une fleur extrêmement odoriférante, et de baume. D'accord ? C'est ce qu'on appelle aussi du gros thym. Ça veut dire que, en réalité, Akadosh Baruch Hu fait un clin d'œil à Yosef. Il lui dit, tu sais, certes tu es vendu, certes,
a priori, cet petit épisode-là, alors même que je suis vendu par mes frères en esclavage, là on est en Égypte, on est dans l'esclavage égyptien, ça va être quelque chose de costaud. Alors même que Yosef est en train de vivre un truc extrêmement dur, Akadosh Baruch Hu lui fait un clin d'œil. Il dit, regarde, je t'ai entouré d'un environnement agréable. Aujourd'hui, au moment de l'ouverture de la COP, la Chine vit son plus grand pic de pollution, au point qu'à Pékin, on a interdit aux gens de sortir. Les gens à Pékin, qui est une des plus grandes villes du monde, ils n'ont pas le droit de sortir, pas le droit d'aller travailler. Alors à Paris, les gens n'ont pas le droit d'aller travailler à cause du terrorisme, parce que les autorités elles ont fermé absolument tout le périph', etc. Mais à Pékin, à cause de la pollution. Maintenant, on voit quelque part dans la paracha ce clin d'œil à l'environnement positif qui fait que je peux me réconforter et je peux avoir une vie agréable. Et c'est ça tout cet enjeu de tous ces chefs d'État qui vont essayer, parce que là on parle d'un héritage pour les 50, 100 prochaines années, à savoir de limiter à 2 degrés la hausse du climat, et justement pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent bénéficier d'un climat apaisé. Pour finir ce journal, Daesh, qui commence à perdre en intensité dans son recrutement, dans son financement, puisque le gros de son financement c'était le pétrole, et que là, ce que les Américains n'ont pas fait depuis qu'ils sont arrivés, les Russes et maintenant les Français sont en train de le faire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de bombarder absolument tous les camions-citernes. En fait, toute la crainte des Américains, c'était de se mettre la population civile à dos, qui gagnait de toutes ces petites combines, de ces petits trafics. Maintenant, les Russes, ils ont abattu plus de 300 camions. Les raffineries sont en train d'être détruites. Les Russes ont détruit tous les convois de l'IHH, des Turcs, qui envoyaient aussi des vivres aux différents groupes islamistes. C'est-à-dire que là, on est dans un schéma où finalement tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne pourra pas gagner contre Daesh, contre l'ISIS, contre l'État islamique, si on n'envoie pas des hommes au sol. Ce qui était complètement inconcevable avant les attentats de Paris, est aujourd'hui porté par l'ensemble des opinions publiques mondiales. Il y aura des gens au sol. Alors, a priori, on va s'appuyer très largement sur les Kurdes, qui sont déjà sur place et qui demandent des armes depuis des mois, voire des années. Mais derrière, on a enfin formulé le mal. C'est-à-dire que ça y est, Daesh, suite aux attentats de Paris, alors même que depuis des années, on était sur des rythmes d'exécution massive, de viols intensifs, de charniers d'enfants de moins de 6 ans, etc. Là maintenant que les Occidentaux sont touchés dans leur chair, et que tout le monde, chaque Occidental, est capable maintenant de se projeter et de se dire que lui-même il aurait pu être au Bataclan ce soir-là, là du coup, on a nommé le mal. Daesh est le mal absolu. Et donc on va le vaincre. Alors, on ne va pas vaincre l'islamisme, mais ça veut dire que c'est certain que ça va prendre quelques mois, mais Daesh sera vaincu, c'est certain. Pourquoi? Parce que le mal est nommé. Comme en psychanalyse, dans l'acte psychanalytique, l'immense majeure partie de l'effort psychanalytique est aboutie une fois qu'on a défini ce qu'on avait. On a défini son problème. C'est exactement ce qu'on voit dans la paracha. Dans la paracha, on a Yosef, qui est courtisé par la femme de son chef, qui s'appelle Eshet Potiphar. La Torah ne l'appellera que Eshet Potiphar, la femme de Potiphar. Parce qu'en fait, pour Yosef, cette femme est avant tout une avéra. Cette femme est juste une faute. Avant d'être une femme, c'est une faute. C'est la femme de son maître. Donc, il y a un problème de Eshetish. Il y a un problème d'adultère. Et ça, c'est pas possible. Il a dit, mais si je le fais, mais comment je vais pouvoir... Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à Hachem? Comment je vais pouvoir continuer à parler à Dieu si je sais que j'ai fait une avéra comme ça? Et on voit toute la guerre intérieure de Yosef. Mais cette guerre, pourquoi il la gagne? Parce qu'il définit le mal. Avant tout, cette femme, c'est Eshet Potiphar, c'est une femme interdite. Daesh, on va gagner parce que maintenant c'est le mal absolu, mais pas le mal absolu pour Damas, pas le mal absolu pour les Israéliens, mais c'est le mal absolu pour l'ensemble de l'humanité. Ça y est. Que Bezrat Hashem, on donne de très bonnes nouvelles et qu'on arrive nous-mêmes, à titre personnel, à définir notre mal, à définir le Yetzer Hara qui nous est propre et qui nous perturbe, qui n'a pas de limite, ni de temps, ni de moyens. La seule limite qu'il a, c'est la limite qu'on voudra lui donner, c'est-à-dire le circonscrire dans nos mots et définir des stratégies pour le battre. Shabbat Shalom.